tellement ravie de vous retrouver. Mon invité ce matin est donc l'eurodéputé Les Républicains et vice-président LR. François-Xavier Bellamy, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Bonjour, Sonia Mabrouk. Plusieurs faits révèlent en ce moment l'ampleur de la violence juvénile dans notre pays. À Sanary-sur-Mer, un élève de 14 ans ayant prémédité son acte a poignardé sa professeure, tandis qu'à Lyon, Théo, âgé de 19 ans, a été tabassé pour la 3e fois par une bande de mineurs, pourtant bien connus des services de police. Les délinquants ont été laissés libres. Et on apprend encore ce matin sur Europe 1 qu'un autre mineur, Ethan, a aussi été agressé quasiment dans les mêmes circonstances. Face à cette ultra-violence, est-ce que nous sommes impuissants? Est-ce que nous sommes tous totalement dépassés? Notre pays paye les conséquences d'une crise qui dure depuis très longtemps. C'est la faillite éducative que nous traversons qui produit aujourd'hui ces conséquences désastreuses. J'ai commencé à enseigner, j'ai été professeur pendant 11 ans. J'ai commencé à enseigner en 2008 et quelques semaines après ma première rentrée, un jeune avait été tué devant la porte de mon lycée à coups de tournevis, pour rien, parce qu'il avait franchi une frontière imaginaire entre deux barres de la cité. Et j'avais écrit à l'époque un livre pour tenter de tirer, comme tant d'autres professeurs, comme tant de parents, comme tant de ceux qui sont aujourd'hui en première ligne pour tenter d'alerter sur la catastrophe que représente cette faillite éducative. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'a été fait pour reconstruire notre école, pour reconstruire l'autorité, et nous voyons à quel point cela se paye d'une violence totalement débridée. Le pédopsychiatre Maurice Berger a publié il y a quelques jours dans le Figaro un texte très important. Il s'est exprimé tout à l'heure auprès de Dimitri Pavlenko, effectivement, et il parle d'une nécessité d'une révolution pénale, hein, dit-il. Il faut tout changer, tout le logiciel, tout l'état d'esprit. C'est encore possible aujourd'hui? Il faut une révolution pénale parce que la première cause de la pédagogie, la première manière d'apprendre à un enfant, à un jeune, la gravité de ce qu'il fait, c'est d'abord la réalité d'une sanction. Et aujourd'hui, l'absence de sanction, l'absence de conséquences encourage cette spirale de la violence. Et Maurice Berger, dans ce texte qu'il a publié sur l'affaire de Sanary, décrivait ce mécanisme psychique qui fait que ce jeune garçon, cet adolescent, après avoir poignardé sa professeure, mesure seulement après coup les conséquences de son acte. Et c'est cela qui fait, d'une certaine manière, encore une fois, notre faillite. Je ne dis pas ça pour excuser son geste. Au contraire, c'est parce que nous avons pendant trop longtemps pratiqué cette culture de l'excuse que nous avons abandonné notre jeunesse à cette violence qui monte partout. Mais continuons, François-Xavier Bellamy, à interroger les responsabilités. D'après un récent sondage, 81% des Français estiment que les parents sont responsables des graves faits commis par leurs enfants mineurs. Alors résumons ce qui est en cours: absence d'autorité, souvent démantèlement de la structure de la famille. Est-ce que tout cela incombe d'abord et surtout, selon vous, aux parents? C'est une responsabilité collective. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Mais dans une société où l'impunité est partout proclamée, la responsabilité parentale est bien plus difficile à exercer. Mais l'école instruit et les parents éduquent. Et l'école, en instruisant, peut remplir un rôle éducatif. Le drame, c'est qu'on a retiré à l'école sa fonction d'instruction. On lui a retiré aussi sa mission de transmission de la culture, du savoir, des repères. On a retiré aux professeurs cette mission fondamentale. Et ensuite, on s'étonne de voir les conséquences de la catastrophe que nous avons nous-mêmes, d'une certaine manière, organisée par cette immense faillite collective. Il est temps, encore une fois, j'ai tenté de le dire, mais encore une fois, parmi tant d'autres, depuis des années, l'éducation doit être notre première urgence collective. La France est en état d'urgence éducative, et si nous ne faisons rien pour sortir de cette situation, alors nous le paierons par la brutalisation des rapports dans toute la société pour les décennies qui viendront. On vous entend ce matin sur Europe 1, vous parlez de responsabilité, vous parlez de faillite, vous parlez également de mineurs, et je voudrais vous faire réagir sur les suites du scandale Epstein. Pris dans la tourmente, Jack Lang a donc finalement démissionné de l'IMA, de l'Institut du monde arabe. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire, je cite, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée contre sa fille et lui-même. Compte tenu, François-Xavier Bellamy, du nombre de personnalités politiques et du volet français cité dans les documents, d'abord, est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire? Et comment vous expliquez qu'il n'y ait pas davantage, justement, de prise de conscience par rapport aux implications sur ce volet français? C'est une nécessité absolue, non seulement qu'il y ait potentiellement une enquête parlementaire, mais que la justice se saisisse à nouveau, pas seulement de la question de la fraude fiscale éventuelle dont se seraient rendus coupables des amis de M. Epstein en France, mais que la justice soit saisie de nouveau de la réalité des crimes sexuels qui auraient pu être commis à Paris et dont nous connaissons aujourd'hui la matérialité, notamment par ces documents qui ont été révélés. Sur ce sujet-là non plus, il ne peut pas y avoir d'impunité. Parce que si quelque chose réunit tous les Français aujourd'hui, c'est bien la nécessité de protéger les enfants, de protéger les mineurs. La nécessité d'affirmer qu'il n'y a pas d'impunité pour ceux qui ont attenté à un mineur. Et de ce point de vue-là, je me permets de faire une petite digression, Sonia Mabrouk, parce qu'on est évidemment dans un moment très particulier.
Et je voudrais simplement vous dire merci pour le courage que vous avez eu, le courage de rappeler cette nécessité absolue, le courage de rappeler que c'est la conscience qui doit l'emporter à la fin. Vous savez, je vois à quel point la vie politique, elle aussi, crève d'une forme de relativisme, du sentiment que rien n'est important, que rien ne compte, que rien n'est sérieux. Vous avez montré au contraire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées, sur lesquelles on ne transige pas. Et pour cela, je voudrais vous dire ma profonde reconnaissance. Et je voudrais saisir cette occasion, si vous me le permettez, pour dire un mot ce matin à quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais je saisis cette occasion pour lui parler. C'est Jean-Marc Morandini. Et je voudrais lui dire simplement, monsieur Morandini, je ne suis pas juge. Vous avez déjà été jugé et vous avez été condamné. Je n'ai rien contre vous. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est partez, démissionnez. J'ai demandé la même chose pour Jack Lang. Je crois avoir été l'un des premiers dans la classe politique à avoir dit qu'il devait démissionner. Parce qu'il y a des choses, encore une fois, qu'on ne peut pas passer sous silence et qu'on ne peut pas accepter. Il n'y a aucune raison qu'on ait des indignations à géométrie variable. Vous aussi, vous devez partir. Parce que les Français ont besoin de retrouver confiance dans leurs institutions. Ils ont aussi besoin de retrouver confiance dans leurs médias. Et la liberté des médias, la confiance dans le travail des journalistes, c'est ce que toute une rédaction ici s'emploie à reconstruire tous les jours. Et si vous ne voulez pas abîmer le travail de cette rédaction, si vous ne voulez pas entraîner ces journalistes dans une histoire qui n'a rien à voir avec la leur, alors vous devez avoir la décence de partir. Vous avez été condamné et comme toutes les personnes qui sont passées par là, vous avez certainement le droit de continuer d'écrire votre vie. Mais cela n'implique pas pour autant qu'il faille imposer en particulier aux victimes et à tous ceux qui, dans notre pays, ont été victimes d'atteintes sexuelles quand ils étaient mineurs, leur imposer le sentiment que vous êtes parfaitement indifférent à la souffrance que vous avez causée. Cela n'est pas possible, ce n'est pas possible. Monsieur Morandini, tant de Français, tant de spectateurs de ces médias sur lesquels nous parlons aujourd'hui le demandent avec moi ce matin, partez maintenant. Écoutez, vous dites que chacun qui écrit sa vie et prend ses responsabilités. J'ai pris les miennes et je pense que vos Et merci pour cela. propos ont un écho important ici, notamment sur Europe 1. Et permettez-moi alors d'insister sur cette tribune en lien de Rachida Dati, puisqu'il faut en parler, parlons-en dans le Figaro. Pendant cette affaire Epstein, n'oublions pas les enfants victimes de violences sexuelles à Paris. Vraiment avec ce sordide énorme scandale dans le périscolaire. On va parler des municipales, parce que cela percute évidemment ce qui se passe dans la capitale. Là encore, pourquoi il n'y a pas plus de voix pour dénoncer tout cela? Pourquoi les gens, selon vous, se taisent? François-Xavier Bellamy, là, c'est au-delà de la campagne des municipales, c'est au-delà du sujet politique. Pourquoi? Mais là encore, une fois de plus, on n'a pas le droit aux indignations à géométrie variable. La gauche a voulu, quand François Bayrou était Premier ministre, faire de Betaram le sujet central de la vie politique française. Et ça a duré des semaines sur Betaram. Exactement, elle avait raison. C'était nécessaire d'aller au bout de cette affaire et d'aller regarder de manière exigeante, en toute transparence, les responsabilités de chacun. Mais pourquoi ne pas faire la même chose quand il s'agit de la mairie de Paris? Sur un sujet comme celui-là, on n'a pas le droit d'avoir des colères à géométrie variable. Il s'agit de la défense des plus petits. Il s'agit de la protection des enfants. Et les enfants sont l'innocence absolue, ce que nous avons le devoir collectivement de protéger et de préserver à tout prix. Et pourvu qu'il le reste le plus longtemps possible. Restons sur les municipales, justement, les élections municipales. Parfois, ça vire à la cour, avec des enfants, mais quand même, c'est une bataille avec de grands enjeux. Tout d'abord, une question assez simple sur la candidate Sarah Knafo, François-Xavier Bellamy. Premier accro, semble-t-il, dans sa campagne, quand elle n'a pas su répondre sur le prix du pass Navigo, donnant un chiffre annuel dérisoire, alors que beaucoup de Parisiens connaissent de grandes difficultés. Est-ce que, selon vous, un responsable politique doit savoir répondre à toutes les questions? Est-ce que c'est de la déconnexion? Ou est-ce que bien vous dites, écoutez, on ne peut pas tout savoir? Écoutez, je prends moi-même le métro très régulièrement, donc c'est toujours surprenant de... Vous ne dites pas que c'est par an 50 €, le pass Navigo? Non, non, ce qui est un peu absurde en même temps. Évidemment, ça témoigne peut-être d'une forme de déconnexion, mais le plus absurde serait de faire reposer tout le débat municipal sur des questions de cette nature. Le vrai grand sujet aujourd'hui pour Paris, c'est est-ce qu'on veut enfin sortir de la gestion désastreuse que la gauche a imposée à cette ville pendant des années maintenant? Et donc, avec qui vous pourrez sortir? La question est, est-ce que vous pourriez un jour ou non faire alliance avec Sarah Knafo? La considérez-vous comme une candidate de droite ou alors d'extrême droite? Mais vous savez, ce qui est très étrange, c'est que tous les Français qui se sentent de droite, et ça vaut pour la vie politique nationale comme pour les élections municipales, devraient pouvoir se retrouver dans la formation politique qui a pour mission essentielle de les représenter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'union des droites et qui créent des chapelles supplémentaires. C'est très étrange de lancer des candidatures et ensuite de dire
faisons l'union. Vous voyez, on peut indéfiniment créer des divisions de plus. Moi aussi, il y a des choses qui, dans le travail quotidien de LR, ne me paraissent pas toujours absolument convaincantes. On travaille précisément pour reconstruire ce parti, pour que tous les électeurs de ce pays qui veulent l'alternance en France puissent s'y Très retrouver bien. demain. Et pardon, je termine Elle est là-dessus. partie, elle Je est termine candidate. là-dessus. Peut-être qu'elle se retirera, mais est-ce que vous estimez qu'elle est de droite, qu'elle pourrait vous rejoindre, que vous pourriez la rejoindre? regardez le paradoxe. Moi, encore une fois, je dis à tous ceux Mais qui vous veulent voulez pas me l'alternance, répondre, et oui. notamment à Paris, je leur dis, rejoignez la campagne qui a le plus de chances de renverser la gauche à Paris. La campagne qui peut vraiment faire Pour l'alternance. vous, Parce que celle de sinon, Rachida on Dati, peut puisque vous indéfiniment prononcez pas son nom. construire des chapelles supplémentaires en prétendant qu'on incarne l'union, alors qu'on organise des divisions de plus Mais- qui ne peuvent que nous Mais fragiliser. très sincèrement, quelle est la stratégie des Républicains? François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé Christophe Gomard, dont vous êtes proche, et qui vous a rejoint, qui a rejoint votre liste pour les européennes de 2024, me semble-t-il, a annoncé soutenir Éric Ciotti à la mairie de Nice contre Christian Estrosi, pourtant soutenu par les LR. Reconnaissez que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais Et, notre- et vous, où vous situez-vous? notre devoir, c'est de reconstruire une famille politique unie. Et je partage parfaitement votre point de vue que nous avons du travail sur ce plan. Nous avons du travail à tous les niveaux parce que nous voyons bien à quel point. Et je le redis là encore, je suis désespéré de cela parce que je crois que comme un électeur de droite parmi tant d'autres, comme un Français parmi tant d'autres qui souffre de voir son pays décrocher, j'espère que nous retrouverons l'unité absolument indispensable À qui le pour dites-vous? permettre de reconstruire l'alternance. Parce Et que- donc, on a eu l'occasion d'échanger avec Christophe Gomard. Et la vraie question, c'est encore une fois, comment est-ce qu'on fait que à l'intérieur d'un parti qui a une organisation, qui a des instances, qui prend des décisions collectives, ces décisions collectives soient respectées. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'avancer Mais ensemble. Il fait Et partie de la famille, les Républicains. évidemment, C'est un et je dissident qui reste dans la famille. Mais non, mais c'est encore une fois, il a exprimé une position sur une élection municipale. Vous avez la liberté d'expression aussi, alors. Cet après-midi, je pars à Strasbourg et nous nous battrons ensemble pour défendre les Français dans les débats qui s'annoncent et qui sont déterminants sur la question du Mercosur, sur la question de la protection de nos frontières, avec un texte très important cette semaine sur la question du droit d'asile. Ces combats sont tellement décisifs que je ne crois pas qu'il faille les fragiliser encore par quelques divisions que ce soit. Et ça vaut pour tous ceux qui, parfois, dans notre camp, ont joué le jeu d'une forme d'incohérence. Vous parlez du droit d'asile, justement. Les derniers chiffres de Beauvau, François-Xavier Bellamy, révèlent aussi l'explosion de l'immigration, avec une augmentation de plus de 11% des titres de séjour en 2025. Dans une longue interview accordée à la presse régionale, Sébastien Lecornu assure vouloir reprendre la main sur l'immigration en, je cite, définissant une stratégie sur mesure, pays par pays. Il affirme que l'aide médicale d'État est indispensable, mais souhaite revoir le panier de soins. Est-ce que, selon vous, c'est le début d'un vrai changement ou ce ne sont encore là que des mots? Mais le vrai changement, c'est celui que nous attendions depuis très longtemps. C'est celui qu'avait demandé Bruno Retailleau quand il négociait pour la construction du futur gouvernement. Le point central de son désaccord avec Emmanuel Macron, c'était qu'il voulait, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, récupérer la maîtrise de la délivrance des visas. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur contrôle les sorties et les expulsions sous Bruno Retailleau avaient fortement augmenté, mais il ne contrôle pas les entrées. À quoi ça sert d'expulser plus quand vous avez le Quai d'Orsay, la diplomatie française, qui en permanence ouvre l'accès de manière plus substantielle encore à de nouveaux Vous voyez arrivants. toute la contradiction. Fallait-il rentrer dans un gouvernement pour avoir ainsi un bilan en demi-teinte? C'est exactement pour ça que Bruno Retailleau en est sorti. Et moi, je lui suis reconnaissant, justement, lui aussi, d'avoir dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, sur lesquelles on ne transige pas. Et je lui suis reconnaissant d'avoir dit, beaucoup ne l'ont pas compris, mais aujourd'hui, je pense, en regardant ces chiffres-là, beaucoup de Français peuvent mesurer la signification du choix qu'a fait Bruno Retailleau, de se dire, je ne veux pas être le complice des faux-semblants qui continuent. Alors, parlons-en. Le faux-semblant, c'était celui qui consistait à prétendre qu'on lutte effectivement contre l'augmentation de l'immigration, alors que simultanément, des politiques sur lesquelles vous n'avez pas la main continuent d'accueillir plus largement encore. Par contre, vous aviez la main, là je parle, vous êtes eurodéputé, mais je parle des députés, vous aviez la main sur le budget. Et pourtant, la complicité, alors vous employez ce mot, je le reprends, a été de mise. En quoi vous n'êtes pas l'associé de toutes les compromissions? Moi, j'ai toujours été très clair et moi, j'ai toujours dit, et certains me l'ont reproché, en tant que vice-président des LR. Je le dis très humblement parce que ce sont évidemment nos collègues députés qui ont été élus par les Français dans leur circonscription pour les représenter à l'Assemblée nationale. Mais je l'ai dit très simplement, si j'avais été parlementaire à l'Assemblée nationale, j'aurais voté la censure parce que je crois que ce gouvernement produit aujourd'hui un budget qui portera des conséquences désastreuses pour l'avenir du pays. Maintenant, le plus important, c'est tournons-nous vers l'avenir, justement. Et une chose qui nous réunit avec les Républicains, je comprends que le choix était infiniment compliqué entre créer de l'instabilité et valider un mauvais budget. Mais ce qui nous
ce qui est devant nous maintenant, ce qui doit nous engager collectivement dans le combat qui se prépare, c'est la nécessité d'une alternance enfin franche qui rendra à la France la perspective qu'elle attend avec tant d'impatience, la baisse massive des impôts, la baisse massive de la dépense publique, et nous serons les seuls à porter ce projet, j'en suis convaincu, Mais toute la question, dans la campagne bien qui sûr, s'annonce. c'est avec qui? Où vous situez-vous? Xavier Bertrand, toujours à l'air, me semble-t-il, affirme, je cite, depuis plusieurs mois, les Républicains donnent l'image d'une boussole qui, à force d'imiter le nord magnétique de l'extrême droite, a perdu son cap, a-t-il écrit dans une lettre adressée au patron du parti, Bruno Retailleau, qu'il avait soutenu, je le rappelle, il y a un an lors de l'élection interne. Il a raison, vous avez perdu votre boussole? Mais je ne le crois pas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est que nous sommes restés fidèles à une formation politique qui, aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas les vents favorables avec elle. Et si nous sommes restés fidèles à cette famille politique, c'est parce que nous croyons à la nécessité de construire une offre qui soit simplement, tranquillement, de manière cohérente, exigeante, intelligente, une offre de droite pour l'avenir du pays, parce que jamais les Français n'ont été aussi proches de ce que la droite représente, historiquement, politiquement, culturellement. Notre Quand on devoir... voit les élections législatives partielles, on voit surtout que c'est l'union des droites qui vous fait un mal fou. Et Mais l'UDR en particulier. Encore une fois, je le redis, je ne vois pas l'union des droites dans la création de divisions supplémentaires. D'accord. Au L'union contraire, des droites, ça elle reste doit pour se vous un faire projet, autour du parti politique qui a pour mission historique de représenter les électeurs de droite. Et ce parti a pu, dans le passé, les décevoir. Il a pu parfois leur manquer. Jamais je ne le contesterai. Je n'y suis pas rentré parce que tout avait toujours été parfait. J'y suis rentré parce que je veux pouvoir apporter ma pierre à la reconstruction d'une proposition politique qui soit plus à la hauteur des enjeux qui attendent le pays demain. Il nous reste quelques instants, des questions rapides si vous le permettez. François-Xavier Bellamy, au sujet des élections locales, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur une proposition de loi constitutionnelle écologiste visant à accorder le droit de vote aux élections locales, municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Vous y êtes farouchement opposé depuis toujours. Pour quelles raisons et quel risque craignez-vous? Que craignez-vous? C'est une folie absolue, d'abord parce que Une folie? Pourquoi? parce que ça consiste à nier le sens même de l'acte du vote. Voter, c'est être citoyen. Être citoyen, c'est appartenir à la cité. La cité peut bien sûr accueillir, notre pays peut accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, il l'a toujours fait, mais le fait est que ces gens qui viennent d'ailleurs et qui habitent sur notre sol ne sont pas pour autant des citoyens français. Et il n'y a aucune raison de donner ceux qui sont accueillis chez nous la possibilité de décider de notre propre avenir. D'ailleurs, il n'y a aucune réciprocité dans ce droit. Si nous accueillons des personnes qui viennent des pays du Maghreb, de Turquie, de tous les pays dont l'immigration arrivée en France est originaire, il est absolument certain que nous n'aurons pas le droit de vote demain aux élections en Algérie, si tant est que l'Algérie ait des élections libres et démocratiques, en Turquie, si tant est que la Turquie ait des élections libres et démocratiques. Donc il y a une espèce de folie qui consiste à nier la réalité du sens même de l'appartenance politique. Ce n'est pas mépriser qui que ce soit que de dire qu'il y a une différence entre le citoyen et celui qui n'est pas citoyen. Gommer cette différence, la supprimer, l'effacer, c'est faire perdre son sens à la vie civique elle-même et à la vie politique. Et curieusement, il y a une gauche, peut-être parce qu'elle se cherche une clientèle électorale, qui semble passionnée de continuer de déconstruire encore un peu plus ce sens même des appartenances qui fondent pourtant ce que nous sommes. Merci François-Xavier Bellamy, et je crois pouvoir dire, quelles que soient vraiment les convictions des uns et des autres, merci pour votre conscience politique. Merci à vous, merci pour votre invitation ce matin. Merci François-Xavier Bellamy, merci à vous Sonia Mabrouk.